Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Nous vivons des heures décisives d'une Algérie en gestation qui s'apprête à naître à la vraie vie des nations. Un peuple qu'on croyait définitivement éteint, qui végétait sous des couches successives d'escarbilles et qui flambe à nouveau chaleureux, qui irradie une merveilleuse lumière, qui trace son chemin dans la nuit noire et qui éclaire l'histoire des peuples opprimés, qui montre à la face du monde qu'il est possible de briser les chaînes de l'indignité sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Des millions de gens sont sortis, 20 millions, la moitié du peuple algérien, quasiment. Tous les adultes, tout le corps électoral, sans que cela ne provoque la moindre violence. Oui, le peuple algérien a découvert, tout naturellement, j'allais dire, par son seul amour pour sa patrie, que son union le rend invulnérable et qu'elle désarme par sa seule mobilisation toutes les velléités de répression d'une mafiocratie qui n'a pas hésité, il n'y a pas longtemps, à faire couler des fleuves de sang, juste pour garder le pouvoir de s'accaparer tout un pays, d'en faire sa propriété privée, de le saccager, d'extirper de son sein tout ce qui faisait son âme profonde, par la violence, par la corruption de masse, par l'inversion de l'échelle des valeurs. Mais il a suffi d'une goutte pour faire déferler le fleuve endormi, pour le faire sortir de son lit et le faire déferler sur les plaines calcinées, pour les refleurir de nouveau et emporter au loin les immondices qui s'amoncelaient et les vieilles souches qui épuisaient l'humus fertile où ne poussait plus que le chardon et la pierraille. Mais tout n'est pas gagné. Le propre des parasites est qu'ils s'accrochent à la vie dont ils se sustentent sans rien lui apporter. Ceux qui ont volé le feu sacré s'accrochent de toute leur force mauvaise et de tous leurs stratagèmes, tous leurs subterfuges. Et ils savent, eux, qui se sont si longtemps servis de la subversion, de la division, de la discorde, du mensonge, qu'ils inséminaient dans le cœur des Algériens, que c'est là la seule possibilité pour eux qui puisse leur permettre de squatter la souveraineté du peuple. Et ils font feu de tout bois, usant de fourberies scélérates, de lectures orientées de la Constitution qu'ils violaient si allègrement, leur propre Constitution, qu'ils avaient concoctée sur mesure pour eux, qu'ils font relayer par leur presse aux ordres, par la diffamation des personnalités les plus saines et des rares médias libres. Oui, ils ne reculent devant rien parce qu'ils jouent leur survie et parce qu'ils ne sont pas sans ignorer que s'ils partent, tous leurs sombres secrets sur tout ce qu'ils ont perpétré de haïssable remonteront à la surface. Voilà pourquoi nous devons rester unis. Et plus que notre unité, voici pourquoi nous devons absolument sortir de ces logiques de haine recuite dont nous sommes envahis. Le temps est venu pour nous de rêver d'une Algérie où des écoles de pensée, des courants politiques de haute tenue morale pourraient s'affronter loyalement, de manière civilisée, au nom d'idéaux et d'idéologies politiques, où le champ ne serait plus infesté par des minorités qui n'expriment que haine et rejet de l'autre. Oui, ne craignons plus de rêver d'une renaissance, de l'avènement d'hommes et de femmes politiques qui porteraient des espérances, des projets de société, qui appelleraient à des aubes de générosité, qui sublimeraient l'homme, qui proposeraient des avenirs prospères, des fondements civilisationnels, des éthiques, des modes de gouvernance qui rivaliseraient d'intelligence et d'humanisme. Le temps doit finir des oiseaux de malheur qui ne prônent que l'exclusion de quiconque ne seront pas à leur fantasme, à leur ostracisme.
Algérie, leur hache a-t-elle sonné? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, dans cette première partie de l'émission, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Soufiane Djilali, président de Jil Jadid. Marhaba bik, Soufiane. Allah ysalmek, marhaba, avec plaisir. Alors, l'état-major vient de se réunir. Dans toute sa composante, nous dit-on, au grand complet. Et viennent de rendre public un communiqué qui, on n'a pas eu le temps de le lire vraiment. Il est très long, 2 pages d'une écriture très serrée. J'ai essayé de lire un peu à la diagonale, puisque l'émission vient de commencer au moment où nous l'avons reçue, venait de commencer au moment où nous l'avons reçue, et je n'y vois pas grand-chose à part des lieux communs. Mais nous comprenons à travers ça que la fracture est consommée entre ces 2 clans, présidentiel et celui de l'état-major. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose avant d'arriver aux événements proprement dits? Écoutez, j'ai lu rapidement. Il y a 2 points qui ressortent dans ce très long communiqué, comme vous l'aviez dit. D'abord, qu'il y a la reconnaissance que la présidence émettait des communiqués, en tout cas le dernier, qui était précisément ciblé, et qui n'était pas authentique, en quelque sorte. Il ne provient pas du président de la République. Alors qu'en réalité, le communiqué attribué au président de la République, alors qu'en réalité, il émanait d'entités non constitutionnelles et non habilitées ayant trait à la prise de décision importante concernant la phase de transition. C'est ça. Et deuxième élément, il semblerait que l'institution militaire appuie et demande l'application de l'article 102, de l'article 8 et de l'article 7, pour les prendre du plus grand nombre au plus petit. Voilà, moi je suis très, très dubitatif devant cette réaction-là. D'abord, en ce qui concerne la révélation que des communiqués sortent qui ne soient pas du président lui-même. J'ai l'impression qu'il vient de découvrir ce que les Algériens savent depuis des années. Surtout d'avant le 4e mandat. D'avant le 4e mandat, tout le monde savait que le président ne dirigeait pas. Ouais. Tout le monde savait que personne d'autre que les proches et le cercle fermé n'avaient plus accès au président, que celui-ci était otage, il est autant otage de lui-même que de son entourage, et que, en fin de compte, il y avait une vacance à la tête de l'État. Moi, je pose directement la question à M. Gaïd Saleh, puisqu'il est le chef d'état-major. Pourquoi nous a-t-il caché cela? Pourquoi n'a-t-il pas réagi avant cela? Pourquoi y a-t-il 2 mois, M. Gaïd Saleh nous confirmait que Fakhamatouhou faisait les grandes injazat et qu'il fallait le maintenir pour un 5e mandat? Je sais que souvent on dit qu'en politique, la mémoire des peuples se limite à 6 mois. Mais la mémoire des hommes politiques, aujourd'hui, est devenue moins de 2 mois, en tout cas les politiques algériens. Oui, en effet. Alors, est-ce que M. Gaïd Saleh, avec ses positions réitérées, nous mène en bateau? Ou est-ce que c'est lui qui est mené en bateau? La question se pose. Lorsqu'il nous propose de revenir à l'article 7, tout le monde applaudit, mais l'article 7, c'est simplement une profession de foi. C'est un principe général. C'est un principe général que toutes les constitutions du monde vont citer. Le peuple est la seule source du pouvoir. Et la souveraineté, donc, est détenue par le peuple. Mais immédiatement après, l'article 8 va nous expliquer que cette souveraineté va s'exprimer à travers les élus du peuple. Or, les élus du peuple, c'est qui aujourd'hui? Voilà, eh ben, très bien. Ce sont les personnes qui hantent l'Assemblée nationale, qui ont été élus par la fraude. Et fraude à laquelle a participé M. Gaïd Saleh, puisque les militaires reçoivent instruction pour voter pour le FLN et le RND. Et puis voilà qu'on nous demande d'appliquer l'article 102. L'article 102 qui va ipso facto nous mettre à la tête de l'État un M. Ben Saleh, qui est l'un des symboles de ce régime, avec obligation de maintenir en place le gouvernement. Ce gouvernement
dont on n'a même plus de qualificatif. Qui a été nommé, je précise la propre formulation de l'état-major, qui a été nommé par des entités non constitutionnelles et non habilitées et entré à la prise de décision importante concernant la phase de transition. J'allais y venir. Dont M. Gaïd Saleh lui-même. Absolument. Lui qui parlait de l'article 102 depuis plusieurs jours, accepte que ces forces anticonstitutionnelles le désignent comme vice-ministre. Il faut qu'il nous explique pourquoi fait-il partie de ce gouvernement sous l'autorité directe du ministre de la Défense qui est Monsieur Abdelaziz Bouteflika, dont il demande le départ pour des raisons médicales. Et donc l'article 102 signifie tout simplement le maintien du pouvoir en place avec peut-être une marionnette qui serait élue dans 3 mois, puisque rien ne peut changer durant ces 3 mois. Ni le gouvernement, ni avoir de véritables procédures d'élection transparentes, ni un changement de loi, ni rien du tout. Alors moi, dans tout ça, ce qui m'inquiète le plus, car M. Gaïd Saleh est dans son rôle, depuis des années qu'il défend M. Bouteflika, il défend ce régime de corrompus, il continue à le défendre de façon différente. On envoie M. Bouteflika comme bouc émissaire et on s'en débarrasse, mais on garde tout le reste. Alors ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant M. Gaïd Saleh, mais je viens de voir que plusieurs hommes politiques de l'opposition, entre guillemets, qui soutiennent l'application des articles 7, 8 et 102. Et cela m'effraie. Alors, et nous allons y arriver, mais je voulais vous poser une question avant. Parce que nous ne comprenons pas, je ne dis pas les Algériens, nous ne comprenons pas, tous autant que nous sommes, la véritable, j'allais dire, obstination soudaine de M. Gaïd Saleh qui veut appliquer l'article 102 à 1 mois, ou moins d'1 mois, de la fin du mandat. Alors qu'il l'a toujours refusé de façon très vigoureuse, pour ne pas dire violente, bien avant le 4e mandat. Et subitement, on veut le faire partir alors qu'il suffirait de le laisser partir. Le problème qui se pose, et là où on comprend un peu pourquoi ils insistent tant pour l'application de l'article 102, c'est que si M. Bouteflika ne démissionne pas, s'il part à la fin de son mandat, tout naturellement, il dit non, moi je suis élu pour aller jusqu'au 28 avril. Le 28 avril, je ferai ma passation de consigne et je m'en irai. Le problème, c'est qui va convoquer le corps électoral? Puisque, en l'absence des dispositions de l'article 102, on ne prévoit pas une telle disposition. L'article 102 prévoit que si le président démissionne 1 minute avant la fin de son mandat, c'est alors le président du Sénat, du Conseil de la Nation, ou en cas d'empêchement de celui-ci, le président du Conseil constitutionnel qui prend la relève pour organiser les élections et convoquer le corps électoral. Or, si M. Bouteflika part à la fin de son mandat, lui qui a annulé les élections pour lesquelles il avait convoqué le corps électoral, s'il s'en va, il va les mettre dans une impasse incroyable. Ils ne vont pas s'en sortir. Comment il ferait, d'après vous? Je vais vous dire. L'Algérie se trouve à un moment très particulier de son histoire. Et en général, les pays se donnent une règle ou des lois de base pour organiser une vie politique qui soit saine. Mais la Constitution, qui résume ces lois, doit être au service de la stabilité d'une société et non pas l'inverse. Or, les esprits dogmatiques, les esprits qui sont liés aux mots et qui oublient le réel, veulent nous faire croire qu'une constitution dans l'absolu est plus importante que le peuple. Ça, c'est un grave dérapage. Vous savez, il y a des démocraties très vieilles qui n'ont pas de constitution. Ils fonctionnent sur des règles, sur des traditions qu'ils ont acquises à travers leur propre histoire. Des usages qui font constitution d'une certaine manière de façon tacite. Est-ce que la Grande-Bretagne a une constitution? Non, mais ils ont des règles qui sont l'équivalent d'une constitution. Ça signifie tout simplement qu'une constitution doit nous faciliter la vie, doit organiser la vie politique pour ne pas subir des crises, qu'elle règle les conflits entre les tendances dans une population qui a des intérêts divergents pour garder une paix dans la société. Et il ne faut pas inverser
et nous expliquer que l'article 102 est plus sacré que ce que demandent 20 millions d'Algériens dans la rue. 6 référendums populaires à ciel ouvert. Je l'ai dit, on le redit, les Algériens sont sortis, se sont exprimés par un référendum à ciel ouvert. Ils ont révoqué ce pouvoir, ils ont refusé le 5e mandat, ils ont refusé l'ensemble de ce régime. Et ce régime-là, qui était assis sur cette constitution, signifie qu'il n'a plus aucune existence, aucune légitimité populaire. Oui, mais plus vous ne répondez pas à ma question. Cette constitution... Répondez pas à ma question. Si M. Bouteflika refuse l'application du 102 et qu'il va à la fin de son mandat, que se passera-t-il au lendemain de son mandat? La réponse devrait couler de source. Théoriquement, on attendait, de la part de M. Gaït Saleh, qui est responsable de la sécurité nationale, comme d'autres responsables au sein de la présidence, qu'ils ouvrent un dialogue avec l'ensemble des forces politiques et sociales du pays, s'entendre sur quelques personnalités honorables, dignes, non corrompues, connues pour leur intégrité, et leur remettre la continuité de l'État dans le cadre d'une transition discutée, dont le contenu serait une feuille de route clairement établie, avec des prérogatives limitées. On va y arriver. Il n'y a rien d'autre que cela. Nous allons parler de de cette option de la transition, comment vous l'envisagez vous-même. Mais pour le moment, c'est une question importante, Soufiane Djellali. Au lendemain du mandat, si M. Bouteflika refuse de se faire appliquer l'article 102, il a convoqué le corps électoral. Oui. Il a lancé la locomotive des élections qu'il a par la suite invalidée, annulée de façon anticonstitutionnelle. Il a annihilé la Constitution par ce geste. C'est pour ça que nous avions dit que la Constitution, dans ses dispositions relatives à l'organisation politique du pays, était devenue caduque. Oui, mais en l'espèce, si eux veulent rester dans la forme, comment vont-ils faire si M. Bouteflika refuse, enfin, si Saïd Bouteflika refuse que son frère soit démissionné, que vont-ils faire au lendemain? Il y a une véritable impasse, puisque personne ne peut convoquer le corps électoral à part le président de la République, qui est censé avoir convoqué le corps électoral et organiser les prochaines. Or, celles-ci ont été annulées. Qu'est-ce qui va se passer? Sur un plan formel, je ne dirais même pas constitutionnel. Apparemment, hier, il y a eu un communiqué disant que M. Bouteflika allait démissionner en bonne et due forme avant la fin de son mandat. Oui. Donc, théoriquement, on allait s'acheminer petit à petit vers une résolution. Ce communiqué de la présidence avait précisé qu'il allait y avoir des décisions importantes qui allaient être prises. À moins que maintenant que l'armée fasse un coup d'État, qu'elle refuse toute autorité politique et qu'elle prenne le pouvoir directement, elle ne peut pas s'opposer à des décisions de la présidence. Maintenant, de deux choses l'une. Si l'armée prend le pouvoir, à ce moment-là, elle assumera les conséquences. Ça serait à elle d'organiser une transition. Ça serait à elle d'engager le pouvoir, d'engager le dialogue, et ça serait à elle d'assumer cette transition-là d'une manière directe ou indirecte. Est-ce que tout ce qui est en train de se passer en ce moment, l'interpellation de la clientèle des Bouteflika, leur mise sous contrôle judiciaire, leur convocation par la justice pour enquêter sur des détournements et des indélicatesses, est-ce que tout cela ne procède pas d'une pression qu'on exerce sur cette fratrie pour les pousser à accepter l'article 102, ou du moins une partie du 102, c'est-à-dire la démission pure et simple? Oui, mais hier, il y a eu cette prononciation de démission. Oui. Or, aujourd'hui, il semblerait que le commandement militaire ne soit pas du tout convaincu de cela, et il exige l'application de l'article 102 et de l'article 8, c'est-à-dire la réunion du Parlement. Oui. Or, la réunion du Parlement ne fait pas l'affaire de l'Algérie. Et ça, les gens ne l'ont pas compris, parce que beaucoup pensaient que l'article 102, qui comprend donc soit la démission, soit la mise en vacances pour des raisons médicales. Et pourquoi maintenant Gaït Saleh parle de 7 ou 8? Beaucoup ont pensé que c'était pour la consommation internationale, comme quoi l'armée est pour le peuple, qu'elle accepte que le peuple décide de lui-même de la transition. Mais cet article 8, comme vous le soulignez si bien, précise que ce sont les représentants du peuple qui assument
la souveraineté le processus de transition. Oui, bien sûr. Donc c'est très clair. Donc là, il y a un très grave problème. Mais moi, je pense qu'il faut sortir de la forme et aller vers le fond. Nous sommes dans une situation d'effondrement d'un régime. Une partie de ce régime, représentée par Gaït Salah, ne veut pas céder. Ils invoquent un subterfuge constitutionnel pour se maintenir et maintenir le régime en place. Oui, mais là, le problème, c'est que ça va être une impasse, puisque Gaït Salah dit dans ce communiqué, alors je le cite, hein, « Notre décision est claire et irrévocable. Nous soutiendrons le peuple jusqu'à ce que ses revendications soient entièrement et totalement satisfaites. » Et plus loin, « Dans ce contexte particulier, nous confirmons que toute décision prise en dehors du cadre constitutionnel est considérée comme nulle et non avenue. » Oui. Ça veut dire qu'ils ne vont pas aller vers ce que vous êtes en train de proposer. Oui, mais eux, la Constitution, le problème, c'est que si Bouteflika ne démissionne pas, ils ne pourront pas. Mais M. Gaït Salah aurait dû empêcher la violation de la Constitution en 2008. Pourquoi M. Bouteflika, on lui a permis d'ouvrir les mandats par un vote à l'intérieur du Parlement, alors que la Constitution interdisait tout changement dans l'équilibre des pouvoirs? Pourquoi M. Gaït Salah a-t-il fermé les yeux sur tant et tant de scandales, sur la transgression de la loi fondamentale? Pourquoi n'a-t-il rien dit lorsqu'il s'est présenté à un 5e mandat, alors que la nouvelle mouture et les amendements de 2016 interdisaient au-delà du second mandat? Pourquoi n'a-t-il rien dit lorsque M. Bouteflika, malade, avait transmis ses prérogatives à d'autres? Pourquoi il est resté ministre de la Défense? Maintenant, on efface tout le passé et le voilà avec une nouvelle virginité? Non, quand il dit « nous appliquerons totalement les demandes du peuple », le peuple a demandé aussi le départ de M. Gaït Salah. Alors il faut qu'il l'assume. Alors, un autre aspect de cette, j'allais dire, de cette crise, disons, de cet événement, c'est que M. Tawfiq, l'ancien DRS, l'ex-DRS, est en train, enfin du moins lui, ses relais, les relais de ses relais, y compris médiatiques, sont en train de distiller la rumeur que c'est bien le DRS qui est en manœuvre de ce formidable sursaut populaire, que c'est lui qui est en fait le chef d'orchestre. Et M. Zarwan nous le confirme à sa manière d'une certaine façon, puisqu'il reconnaît l'avoir rencontré, et il nous dit, M. Zarwan, que M. Tawfiq lui a proposé qu'il s'était entendu avec Saïd Bouteflika pour lui proposer de conduire la transition. Alors, concernant Tawfiq, qui va proposer à un ex-président qui a clairement fait savoir qu'il ne participerait pas à cette farce, lui proposer d'être le meneur de cette transition, proposition qui aurait été faite avec l'accord de M. Saïd Bouteflika. Tout d'abord, ça confirme clairement qu'à la présidence, M. Abdelaziz Bouteflika n'existe plus. D'accord. Ce que nous avions dit et répété. Et qu'il y avait un pouvoir de fait. Ce pouvoir de fait était réparti autour du président, de ses proches, et dont Saïd a apparemment joué le rôle central. Cela n'était pas, j'imagine, un mystère pour M. Gaït Salah, qui a dû traiter de longues années avec le vis-à-vis au niveau de la présidence. Aujourd'hui, il y a une crise grave. Il est évident qu'à la présidence, qui a été maintenue, au moins vis-à-vis de l'étranger, comme étant la façade officielle du régime, est en situation de déliquescence. Et dans cette phase-là, j'imagine aussi que toutes ces personnalités impliquées, ces personnages qui sont impliqués dans la gestion de l'État algérien au nom du président de la République, sont pour le moins inquiets et doivent rechercher des issues pour sauver au moins leur tête. Qu'à ce stade, il y ait des contacts entre des actuels, des anciens, des réseaux, cela se comprend. Ce n'est pas quelque chose... Il reste des citoyens algériens. Il reste des citoyens algériens qui, par leurs anciennes fonctions, doivent avoir une connaissance des arcanes du pouvoir et qui peuvent aider éventuellement à un transfert. Mais, j'imagine qu'il y a un mais... Je n'ai pas fini. Mais apparemment, la scission entre M. Gaït Salah et la présidence est telle que les uns et les autres vont tirer des arguments. On vient d'entendre des arguments de M. Gaït Salah. À mon avis,
on va en entendre parler aussi à partir de la présidence sur M. Gaïd Salah et sur ce qui se trame et se déroule. En tout cas, de mon point de vue, il est temps qu'ils trouvent les mécanismes entre eux pour rassurer et permettre à tout le monde de s'en aller. C'était notre leitmotiv. Oui, mais j'aimerais que vous me répondiez sur cette déclaration de M. Zaroual. Oui. C'est d'une gravité extrême. Oui. Il dit au peuple algérien, c'est une révélation qu'il fait à tous les Algériens. Il leur dit, c'est M. Tawfiq qui a demandé à me rencontrer pour me proposer qu'il s'était entendu avec Saïd Bouteflika pour me proposer de guider cette transaction. Oui. Mais qui est M. Tawfiq et qui est M. Saïd Bouteflika? Pour se permettre, comme ça, au moment où 20 millions d'Algériens sont dans la rue, qu'ils arrivent, eux, montés sur leur blanc destrier, pour dire, nous allons décider que c'est M. Zaroual qui va conduire cette transition. J'imagine que dans cette situation, il y a des discussions de partout. Et je ne peux pas croire qu'un homme ou deux hommes seuls décident, comme ils l'entendent, de mettre en place X ou Y. Monsieur Zaroual, son nom est sorti depuis plusieurs semaines. Plusieurs personnes en Algérie, des citoyens, voient en lui un homme qui pourrait assurer une période de transition, car il a démontré par le passé qu'il n'était pas attaché au pouvoir. Il est resté tout de même un homme intègre, il a une réputation positive, et donc cela peut être une des possibilités. Que le sérail, les nouveaux et les anciens parlent pour essayer de s'entendre et le convaincre. Non, mais ce n'est pas ce qu'a dit, M. Zaroual. M. Zaroual a dit, Tawfiq est venu me voir pour me dire que lui et Saïd Bouteflika se sont entendus pour me désigner. Il faut poser la question à M. Zaroual. Moi, je voulais vous faire relever la gravité de cette déclaration. C'est énormissime qu'au moment où 20 millions d'Algériens manifestent pour une autre Algérie, qu'un monsieur Tawfiq soit dans les parages en train de magouiller, de grenouiller et de s'entendre avec le même qui va sortir, qui doit partir, M. Saïd Bouteflika, pour désigner la suite des événements. Mais c'est terrible, ça. Oui, écoutez, maintenant on est devant le choix. Soit on accepte la décision de M. Gaïd Salah, on applique l'article 102 et on aura M. Ben Salah, M. Bedoui au gouvernement, ainsi que les ministres qui viennent d'être nommés, qu'on ne touche pas aux règles électorales et qu'on aura de nouveau une marionnette à la tête de l'État. Soit il faut sortir de ce schéma. Pour sortir de ce schéma, il est évident qu'il faut parler avec tout le monde. Il faut que l'armée se mette autour d'une table, qu'il y ait des représentants de la présidence, qu'il y ait des représentants des partis politiques et qu'on parle ouvertement sur le profil des personnes. Mais les partis politiques ne représentent pas grand-chose. La population qui est dans la rue aujourd'hui ne se sent pas concernée, ni représentée, ni par les députés, ni par les sénateurs, ni par les partis politiques. Je n'ai pas parlé des députés. Et les partis politiques non plus. Monsieur Benchenouf, les Algériens qui sont dehors par dizaines de millions sur plusieurs semaines, qu'est-ce qu'ils exigent? Ils veulent le départ de M. Bouteflika, ils veulent le départ de tout le régime, et ils veulent une Algérie libre et démocratique. Ce sont les slogans. Al-Jazair Hurra Démocratia. D'accord. Ça signifie qu'ils veulent eux-mêmes désigner leurs vrais représentants et les vrais dirigeants du pays. Mais vous êtes en train de me dire... Mais attendez. Allez-y. Comment arriver à cela? Est-ce que vous pensez qu'on va aller jeter une pierre et elle va tomber sur la tête de quelqu'un qui est dans la rue, on va lui dire c'est lui qui nous préside? On ne peut pas. Vous voulez rester dans le cadre qui nous ligote, le cadre constitutionnel, qui lui va reproduire le régime. Ou alors on sort du cadre constitutionnel et on prépare les conditions de l'élection. Mais moi, je vous pose des questions sur cette représentativité. C'est vrai qu'il faut trouver... Il n'y a pas de représentativité. Mais attendez, je vais poser une question très claire. J'entends bien qu'il ne va pas y avoir de plébiscite à ciel ouvert, à main levée, de 20 millions d'Algériens qui s'expriment dans toutes les villes d'Algérie pour désigner leurs représentants. Il faut trouver une formule. Mais pourquoi voulez-vous qu'autour de la table, il y ait l'armée qui est une partie du problème, si ce n'est la partie principale du problème, qu'il y ait la présidence qui est composée de preneurs d'otages, d'une institution
pendant je ne sais pas combien de temps. Oui. Et de l'autre côté, des partis politiques qui ne représentent pas grand-chose. Vous voyez, vous, le RND, le FLN... Attendez. Oui. D'abord, moi, je parle de la classe politique en général, c'est-à-dire partis politiques, personnalités, syndicats, associations... Oui, mais quel parti très politique? Quel parti politique? Quel parti politique? Les épiceries politiques qui font commerce... Écoutez, nous sommes dans une situation de crise. D'accord. Il faut parler avec tout le monde. Mais je réitère une idée essentielle. Il ne s'agit pas de négocier sinon le départ complet du régime, ce qu'a décidé le peuple, et d'aller vers des élections. Parce que l'idée de mettre en place une représentation de la rue, ça signifie qu'on va commencer à faire des élections, étage par étage, et avoir une représentation de 22 millions d'Algériens. Mais moi, je vais vous dire, cette représentation, eh ben, c'est ça l'État. Il s'agit d'organiser ces élections et de laisser les gens aller exprimer. Oui, mais avant, la période transitoire que vous décrivez avec des acteurs qui seront inacceptables de mon point de vue. La période transitoire doit être gérée par des gens acceptés par la majorité des Algériens avec comme objectif préparer les conditions pour une élection. Le peuple veut passer d'un point qui est aujourd'hui un régime finissant à un nouveau régime élu démocratiquement. L'intervalle, il doit se faire ensemble pour organiser techniquement les choses. Et les partis sont habilités à le faire. Sinon, si on liquide... Mais dans ce cas, si les partis sont habilités à le faire, donc on revient à la Constitution. La Constitution mais non, aussi pas cette Constitution. Mais je vais vous montrer un passage d'un président du parti, enfin d'un adjoint d'un président du parti, M. Saddeq Chihab, du RND. Écoutez bien ce qu'il dit pour vous faire une idée sur ces partis. Nous allons regarder. Écoutez. شهرين شهر 3 4 5 يركع وتولي الامور طبيعتها الطبيعه تاع البناء الديمقراطيه هما الاحزاب وكل واحد يخير واش يحب كل حريه هذه هي اذا الشعب خرج ندعم واش يقول الشعب On la revoit s'il vous plaît parce qu'on n'a pas très bien entendu. هذا الحراك هذا شحال يقعد سما شهرين شهر 3 4 5 يركع وتولي الامور طبيعتها الطبيعه تاع البناء الديمقراطيه هما الاحزاب وكل واحد يخير واش يحب كل حريه هذه هي. Voilà, il le dit, bon, il faut laisser ce peuple s'essouffler 3 mois, 4 mois, les choses vont revenir à leur état initial. L'article 102 va nous mener à ça. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de l'article 102 et de cette Constitution. Mais on ne va pas jeter, détruire un État en entier en même temps qu'on détruit le régime. Mais quelqu'un d'autre serait tenté de vous dire pourquoi l'article 102, on pourrait organiser des élections, surveiller les élections, faire en sorte qu'il n'y ait pas de... Dans 90 jours. Dans 90 jours. Donc vous acceptez la solution Non, moi je ne l'accepte pas. Non, moi je vous dis, quelqu'un d'autre, vous pourrez vous rétorquer, on va organiser des... Il ne tient qu'au peuple de surveiller les urnes, etc. Ce que j'explique, c'est que 3 mois est un délai trop court pour mettre en place des conditions pour aller vers de vraies élections. Maintenant, si tout ce beau monde triche par rapport au peuple, le peuple continue sa pression dans la rue. Parce que le peuple, par ce pouvoir-là, il a fait annuler le 5e mandat, il a fait annuler le 4e mandat prolongé, il a fait annuler le gouvernement d'Ouyahia, il a mis à bas le FLN et le RND, et il vient de, par sa pression, faire prononcer la démission du président de la République. Donc voilà à quoi a abouti cette action du peuple. C'est déjà extraordinaire. Vous pensez, vous, que autour d'une table, Saïd Bouteflika, Gaïd Salah et Ouyahia vont dire « nous restons » ? C'est impossible. Simplement, maintenant, il faut que la sagesse revienne. Il faut qu'on discute des moyens techniques à mettre en place pour faire exprimer le peuple. Justement, j'ai une question pour vous dans ce sens-là. Mais je rappelle que j'ai mal traduit ce qu'a dit M. Saddeq Chihab ou Chihab. Il a dit on fera agenouiller le peuple. Agenouiller, c'est un mot, je ne sais même pas. Alors, justement, j'imagine que vous avez dû penser, et pas qu'en vous rasant, comme le dirait l'autre. Comment entrevoyez-vous une vraie possibilité pour une vraie transition où les dés ne seraient pas pipés? Oui. D'abord, il faut qu'il y ait une continuité de l'État avec des personnalités propres.
il faut qu'il y ait des gens intègres. Il y en a en Algérie, quand même, qui ont une expérience de l'État et qui s'engagent à ne pas être candidats et qui s'engagent sur une feuille de route. Il ne s'agit pas de refaire l'État algérien durant cette période, il s'agit juste de mettre en place les conditions pour une élection qui soit claire et transparente. Ces personnalités peuvent venir de discussions en conférence, elles peuvent venir aussi en discussion à partir de ce que peut porter le peuple comme personnalité. Une fois qu'on a ces personnalités-là, elles s'attellent à mettre en place un gouvernement... Vous ne précisez pas suffisamment, parce que c'est assez vague ce que vous dites. Comment elles pourraient émerger? Par quel charme? Par quel miracle? Mais c'est dans... des agoras au niveau de toutes les wilayas? Non, ça c'est impossible. Comment alors? Ça c'est prolongé. Je vous l'ai dit, oui. Il peut y avoir des représentants de l'armée, des représentants de la présidence, des représentants de toute la classe politique, les partis, les personnalités nationales et les syndicats. Il y a, je pense, une pluralité d'idées et une entente sur quelques visages qui, quand même, font un minimum de consensus. Parce qu'on ne va pas leur donner les clés de la République, on ne va pas les mettre, les élire. Mais qui pourrait sélectionner ces gens? Qui pourrait dire, par exemple, ah non, le RND, on n'en veut pas? Non, chacun peut parler autour de la table et on trouve un consensus. Avec tout ce beau monde-là? Oui, pourquoi pas? C'est si compliqué que ça? Oui, si. bien sûr. On peut s'entendre, par exemple, à avoir un des juges reconnus, réputés, un grand avocat. Non, mais réputé. concernant les partis politiques, oui. Vous pourriez faire admettre au peuple que des gens du RND, du FLN, de Naïma Saleh et des autres puissent s'asseoir autour d'une table? Ça, c'était la conférence nationale qui avait été proposée dans le cadre de la manipulation du prolongement du 4e mandat. Non, il faut qu'on soit sérieux maintenant, c'est-à-dire qu'on arrête ces histoires-là. Il y a quand même sur la scène politique des hommes et des femmes sérieux qui ne doivent pas, eux, s'impliquer dans cette phase de transition. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent représenter très dignement l'Algérie. Pour une période de 6 mois, on met en place des conditions, ces personnes-là se retirent, une élection permet au peuple qu'est-ce qui va se passer? de choisir. Qu'est-ce qui va se passer pendant 6 mois? Qu'est-ce qu'ils pourraient préparer Il comme prépare plateforme? la loi électorale. Il prépare la loi sur une commission indépendante qui doit gérer tout le processus électoral, depuis le fichier jusqu'à la proclamation des résultats, de façon indépendante de l'administration centrale. On doit s'entendre sur comment faire surveiller les bureaux de vote, comment faire intervenir les Algériens en tant que citoyens dans le dépouillement et la consolidation des résultats. On doit ouvrir les médias pour tous ceux qui ont un projet, ils le présentent. On doit permettre à ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, mais qui ont envie de faire un parti politique ou de proposer un projet de société, qu'ils le fassent, que le secteur public de l'audiovisuel s'ouvre et qu'au bout de 6 mois, on convoque le corps électoral et on laisse les Algériens s'exprimer. Et pour ce qui est de l'éligibilité, les critères d'éligibilité, on les prendrait dans la même constitution dont on dit qu'elle est caduque? Non, mais si cette constitution est caduque, je pense que tout Algérien citoyen majeur avec des critères tout à fait raisonnables rentrerait dans la nouvelle loi électorale. Ça veut dire que ces critères d'éligibilité devraient être arrêtés par ce Conseil des sages? Non, mais en commun accord avec l'ensemble des acteurs présents. Des acteurs présents, mais bien sûr. Cette éligibilité, ces critères, par la suite, est-ce qu'ils seront reconduits vers la prochaine... Ah non, mais une fois qu'on sort de cette période de transition, on aura un président de la République légitime. Le président de la République légitime qui aura été élu sur la base d'un programme qu'il aura avancé. Je pense que le mieux, c'est qu'immédiatement, il continue ses discussions avec l'ensemble des partenaires politiques autour d'un processus constituant. Là, il faut remettre sur la table toute l'organisation de l'État algérien d'un point de vue politique, sur l'équilibre des institutions, sur une justice indépendante, sur une cour constitutionnelle qui ne dépend plus du président de la République, mais qui dépend des magistrats ou d'autres formules. Tout cela est à discuter. Ça demande 1 an, 2 ans, pour ensuite adopter la Constitution par un référendum. Vous pensez qu'une transition pourrait aller jusqu'à 2 ans? Non, après l'élection du président. Ah, d'accord. J'ai bien expliqué. Très bien. La transition doit avoir 6 mois. Un objectif précis, mettre en place les conditions d'une élection transparente. Dans quel délai? 6 mois me semble très raisonnable. Au bout de 6 mois, on convoque le corps électoral
et on va à cette élection qui nécessite à ce moment-là 3 mois. Donc 6 mois de discussion, mise en place des règles, adoption par décret, et ensuite en 3 mois, il y aura la convocation du corps électoral, la campagne électorale et l'élection. Une fois qu'on a un président élu, choisi par le peuple, il engage à ce moment-là un dialogue large pour entrer dans un processus constituant. Il s'agit de changer des éléments dont la majorité est d'accord. Une justice indépendante, une cour constitutionnelle, séparation des pouvoirs, rééquilibrer les pouvoirs d'une assemblée qui ne doit pas rester une assemblée croupion, une capacité aux députés de contrôler réellement le gouvernement, un gouvernement qui provient d'une majorité élue et non pas de la bonne volonté du prince, etc. Un certain nombre de choses qui relèvent de l'état de droit, puisqu'on va construire un état de droit. Puis, le peuple se prononcera par référendum, et ainsi on construit des institutions nouvelles qui soient solides, définitivement ancrées dans la volonté populaire. Et j'ai une dernière question pour vous. En ce moment, il y a, c'est normal, c'est de bonne guerre, j'allais dire, que l'autre côté fasse tout pour faire éclater ce merveilleux, formidable mouvement populaire que certains n'hésitent pas à qualifier de révolution tranquille. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, sur ces minorités très agissantes qui essaient de semer la discorde, la haine? Il n'y a pas de doute que lorsqu'on est dans des phases comme ça de bouleversement, il va y avoir éclosion d'une multitude de choses qui étaient refoulées. Mais moi, je qualifie ce qui se passe de révolution du sourire, qui est extraordinaire. Et je vous rappelle qu'il y a juste quelques semaines, j'ai fait avec vous une émission sur un livre que j'avais une émission qui a été très appréciée d'ailleurs, voilà. On nous a écrit. Où je m'étais étalé pour expliquer que l'Algérie, l'image que possèdent les Algériens de l'Algérie était dépassée, qu'il y avait une Algérie nouvelle, que j'avais qualifié très rapidement avec 3 éléments essentiels. J'avais dit que la société algérienne s'était rééquilibrée d'un point de vue identitaire, que deuxièmement, elle s'était désidéologisée et que troisièmement, il y avait une révolution dans les rapports à l'intérieur, entre les citoyens, entre l'homme et la femme et à l'intérieur des familles. Et bien, ce que je disais qui semblait très théorique est apparu de façon extraordinaire à partir du 22 février, où tout le monde a renouvelé l'image de l'Algérie qu'il avait dans la tête, où les Algériens eux-mêmes se sont découverts. Et bien, je vais vous dire, cette Algérie-là ne permettra pas à ces petites minorités excitées de dévier cette révolution du sourire. Ni les minorités idéologiques, ni les pouvoirs occultes, ni le pouvoir de fausses institutions. L'Algérie va vaincre, le peuple va imposer sa solution. Si ce n'est pas ce mois-ci, ça sera dans 3 mois ou dans 6 mois, mais c'est pour très bientôt. Et le sourire sera l'un des signes qui fera reconnaître l'Algérien à travers le monde, pas simplement en Algérie. Merci Soufiane Gilali, j'ai eu du plaisir à vous recevoir. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons commencer la deuxième partie de l'émission dans quelques instants avec d'autres invités. À tout de suite. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, fermez le Tazir. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, Tahia al-Jazair. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, fermez le Tazir. وصليهم راهم يبدلوا ميساج باين قاع يروحوا هم يطولوا شعب قالوا هذا بلادو يا ويحيى زاير ماشي سوريا نفهم المرادية باهت
اللي تجمع الشعب والحكومه وقتاش يتصفى الاحسن في بلادنا خرجه من الكوما ما حبيناش نشتغلوها والغيبوبه نتوما سبابه مع البال شادرنا لهم كي مرضونا ومرضوها قالوا ديب استعقل وخلي ولا فنيان لا ما بقاش واش يصيد بعدنا كلاقى على الخرفان خلاو الشعب مرمي في الطريق ويمشي حفيان شوفوا غير من كرسي معليش يجيبوا تاع عريان تاريخنا طويل ما نوفي فاجا غلط اللي قال ولفنا الكاجا ليبرتي اي ما في لالجيري ما فيارتي سيو سكتوني سيو سكتوني الحق راه في بلادي اي مورتالي افي. Monsieur le Khair min jadid, bonsoir Azoul. Donc, deuxième partie de cette émission. J'aurai avec moi Badreddin Guerfa que nous allons appeler, Maziane Mariane qui est avec nous au téléphone, Tahar Khalfoun qui est avec nous en Skype, Elias Filali qui sera avec nous depuis Alger au téléphone. Alors, Tahar Khalfoun, merci d'être des nôtres. Bonsoir, M. Bouchimou. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. J'ai du plaisir à vous recevoir, Tahar Khalfoun. Merci beaucoup, merci. Alors, d'abord, état des lieux, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment? Nous sommes très réjouis et très optimistes quant à l'avenir. C'est une situation inédite. Cette révolution pacifique en marche nous a tous surpris agréablement et elle a montré que la société a changé, a muté dans le bon sens, sans que l'on ait pu s'apercevoir depuis un moment. Donc les logiques et des dynamiques à l'œuvre depuis des années ont fait que la société a changé. Nous avons maintenant une nouvelle société, avec une nouvelle culture, une société qui s'accepte et qui n'a plus peur d'elle-même. Et c'est très réjouissant quant à l'avenir de notre pays. Alors, Tahar Khalfoun, qu'est-ce que vous pensez de cette brutale, soudaine, pardon pour le mot, soudaine obstination de M. Gaïd Salah à vouloir imposer coûte que coûte l'article 102? Pourquoi ne pas laisser Bouteflika aller jusqu'à la fin de son mandat? Il ne reste que quelques jours. Oui, je pense qu'il y a la situation, bien évidemment, elle est marquée par un profond dysfonctionnement des institutions. Et nous sommes en face de deux perspectives. Nous avons la perspective courte, celle du régime que l'on peut qualifier légaliste, mais entre guillemets, celle des mesures annoncées le 11 mars dernier, puis ensuite l'évocation de l'article 102 et la constitution du nouveau gouvernement, obéissent à une logique courte qui consiste simplement à évoluer petit à petit vers l'élection d'un nouveau président de la République. C'est une logique qui consiste à mettre en œuvre des mécanismes, des institutions dites constitutionnelles de l'actuelle Constitution de 1996, et qui porte en germe le risque de régénérescence du même régime qui est aujourd'hui condamné et rejeté par l'ensemble des Algériens à travers tout le territoire national. Cette logique-là, elle n'est pas conforme aux revendications des Algériens, parce que la rue, elle demande le départ du régime Erhal Nizam, et c'est en cela que la logique de la rue, elle est frontale en fait, elle est très en opposition avec celle du régime, parce que ce qui est demandé, c'est une rupture, c'est mettre en place un ordre politique nouveau, et cet ordre politique nouveau, il ne peut naître que d'une remise en question d'abord de la constitution actuelle, qui est violée systématiquement par les dirigeants, et mettre en place une nouvelle constitution qui serait, il est préférable qu'elle soit issue d'une constituante, parce que le peuple doit s'instituer, doit se donner les institutions qu'il mérite. Et à partir de là, je pense que nous pouvons évidemment évoluer vers un nouvel ordre politique et juridique qui permette de mettre en place un état de droit, respect des libertés démocratiques et des libertés individuelles et collectives, la séparation des pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires. Oui, mais avant d'arriver là, Tahar Khalfoun, aujourd'hui, il y a une sorte d'intransigeance.
somme toute compréhensibles. Hein. Les Algériens sont ulcérés, excédés par tout ce qu'ils ont vécu, par tout ce qu'on leur a fait subir. Et ils ne veulent plus entendre parler de ce régime. Ils veulent que tout le régime parte, en gros et en détail, qu'il n'en reste aucun, qu'ils partent tous. Mais le problème est que, force est de le reconnaître, que ça ne peut pas se passer comme ça. Ce régime ne peut pas partir comme ça, d'abord parce qu'il se sentirait menacé dans son existence même par rapport à tous les dossiers noirs qui vont donc forcément monter à la surface dès son départ. Et d'autre part, vous savez, l'attraction du pouvoir, c'est pas facile de s'en passer, c'est pire qu'une drogue. Donc, pourquoi ne pas envisager une transition douce qui pourrait permettre à ce régime de partir petit à petit plutôt que de lui claquer la porte du jour au lendemain au nez? Non, je crois que la transition doit se faire de façon tout à fait douce et pacifique. Il n'est pas souhaitable que l'Algérie s'enfonce dans la violence. Je pense que personne ne le souhaite. Nous sommes en phase d'une ébullition, mais je crois que du côté de la rue, du côté du régime, tout le monde veille à ce que ce pays ne périsse pas, que ce pays ne sombre pas dans la violence, comme ce fut le cas pendant la décennie 1990. Alors, cette rupture ou cette transition vers un nouvel ordre politique et juridique, il doit se dérouler dans des conditions tout à fait pacifiques, même s'il faut, c'est la mobilisation, doit continuer pour imposer une orientation qui soit conforme à la demande des populations d'Algérie. Alors, pourquoi aller progressivement vers cette transition? Je pense que la rue a demandé une rupture, c'est-à-dire la rupture totale avec ce régime, parce que ce régime n'est pas forgé par la Constitution. Le régime n'obéit pas à la norme. Nous avons affaire à des dirigeants qui soient militaires, issus du FLN ou d'autres formations politiques qui participent aujourd'hui à la gestion du pays. Nous sommes en présence des dirigeants qui sont très rebelles, qui sont très réfractaires à la régulation des conflits par la norme. Le régime obéit à des pratiques clientélistes, des pratiques autoritaires, des pratiques de corruption, etc. Mais il faut absolument, à l'avenir, que ce régime obéisse à la norme juridique de la Constitution. Parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale du pays, c'est la loi qui se situe au sommet de la hiérarchie des normes. Et cette Constitution, qui sera l'émanation du peuple algérien, c'est comme ça que le peuple peut s'instituer, et c'est ce qui distingue le peuple du mosaïque de peuplade et de population. Le peuple ne peut s'instituer qu'en se mettant d'accord sur un minimum de règles juridiques qui permettent notamment le règlement des conflits, l'organisation des pouvoirs, la garantie des droits et des libertés, etc. Et pour évoluer vers cette perspective, elle peut être effectivement lente. La Tunisie a mis, je crois, 3 ans. Nous, on peut effectivement maintenant 2 ans, 3 ans, peu importe. En tout cas, le tout, que cette transition se fasse dans des conditions pacifiques et qu'elle se fasse... Mais entre-temps, Tarek El-Foun, entre-temps, est-ce que les gens de ce régime continueront d'être aux commandes de ce pays? Je ne crois pas. C'est pour cela que les 3 mesures annoncées, enfin les mesures du 11 mars, le gouvernement et l'article 102 s'inscrivent toutes dans la même logique, celle de ce régime et de ses institutions. C'est-à-dire, pour l'actuel régime, l'élection du président de la République dans 3 mois ou dans 6 mois, pour eux, c'est la solution. Pour ce régime, c'est la solution. Alors que la rue ne se contente pas de cela. La rue demande le changement de régime. Et je reviendrai à vous, Tarek El-Foun, dans un moment, pour vous demander quoi faire au juste pour aller vers cette transition de façon comment dirais-je, on vient de me souffler quelque chose à l'oreille qui m'a complètement déstabilisé. On me dit qu'on a perdu tous nos invités. On vient d'en retrouver un. Gerfa Badreddine, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, si jamais. Ahlan bik. Alors, Gerfa Badreddine, d'abord, qu'est-ce que vous pensez des derniers développements de ce qui vient de se passer, de ce communiqué de l'armée, de la situation dans la rue, des déclarations des uns et des autres, de ces milieux occultes ou venant de minorités très agissantes
qui essayent de semer la zizanie au sein de la société, au sein de ces 20 millions de manifestants. De toute façon, je ne suis pas disparu, hein, je suis là, alhamdoulilah. Tout ce branle-bas de combat, pratiquement, je vous l'ai dit il y a pratiquement 6 mois, moi, citoyen algérien, membre du Tibet islamique, nous, on est en train de combattre les Chab, nous sommes avec ce peuple, nous ne sommes ni avec l'état-major, ni avec le DRS, ni avec la bande qu'on appelle maintenant Essaba, tout ça, pour moi, pour nous, pratiquement, il n'y a pratiquement rien du tout. Parce que après 60 ans de dictature, soit militaire, soit talmel, etc., maintenant, ce peuple, comme l'a dit un jour votre invité Benjamin Stora, il est arrivé au vivre ensemble. Les Algériens maintenant veulent vivre ensemble. Maintenant, comment on passe de cette dictature à se vivre ensemble? Tout le problème est là. Tout le problème, Inch'Allah, les solutions existent. Malheureusement, nous n'avons pas de problème avec nous voulons toujours que cette armée soit l'armée du peuple algérien. Nous la voulons unie, nous la voulons aussi تكون خلف الشعب الجزائري. احنا نسجل نبرمون اكت لما يقول مطالب الشعب ومطالب الحراك نحميها، ولكن نحبوا افعال. الافعال الكلام العاطفي سونتيمونتال كوم ديري مالك بن نبي، لا بوليتيك ايموسيونيل تدينا للهاويه وتدينا للواد. احنا نقولوا لا بوليتيك اللي تمشي بالعقول، ولي زالجيريان الحمد لله عندهم العقول. دونك نو ديزون احنا سي قايد صالح nous ne le prenons pas pour l'ennemi. Pour l'ennemi, c'est un Algérien, c'est le chef de l'armée algérienne. ونقولوا له والقياده اللي راهي معاه اسمعوا مليح لهذا الشعب. الشعب il veut en finir avec ce système et en même temps احنا ما عندناش عقليه الانتقام. ما تجيبولناش ما تحطولناش امامنا تقول العصابه بون هذا كلام تاع الشعب الجزائري وتاع الحراك. جو سينيال كو لو فيس بريزيدون دو فيس سيد علي بالحاج لما قال عليها العصابه يا 7 خدا الضرب في الكوميسار بوليس. دونك الحمد لله سي جاي صالح يقول العصابه، مي حتى المصالحه فرغوها من الواحد وداوها، حتى الديمقراطيه خداوها وكلهم يديروا دي كوكي. Mais Badr Dengerva, oui. Vous en tant qu'islamiste, très modéré, les Algériens vous connaissent, vous respectent, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'une Algérie est possible ou pourrait activer des mouvements politiques antagonistes, opposés, mais porteurs réellement de vrais projets politiques, de mouvements sociétaux, d'idéologie, où il y aura de vrais socialistes, des gens de gauche qui prôneraient une vision sociétale, de grande justice sociale, de l'autre côté des islamistes, mais pas des islamistes qui font peur aux gens, mais des islamistes qui parleraient de fondements civilisationnels, de tolérance, qui feraient du texte sacré la lecture la plus tolérante, la plus généreuse. Est-ce que vous pensez que des Algériens pourraient adhérer réellement, avec enthousiasme, à des mouvements politiques où on ne se tirera plus dessus, où on ne se bouffera pas le nez l'un l'autre? Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Au niveau du peuple, c'est très très possible. Nous vivons à des Chad où ça fait maintenant 6 Jumouat. Moi personnellement j'ai participé à toutes les manifestations, que ce soit à Alger ou la Annaba ou la Taouf. Les Algériens, il n'y a aucune différence. Les Algériens ont compris. Le problème, je vous l'ai dit plus d'une fois, malheureusement, l'élite, quand je dis l'élite, je vise certains partis politiques, certains intellectuels,
certains hommes de Zahmat al-Qanoun, ils n'arrivent pas à être à la hauteur de ce peuple. Qui نقراو بعض التصريحات خويا جمال الدين, on a l'impression que certains قال نحي les mouvances الفلانية ونحي les mouvances الفلانية et on laisse l'Algérie à eux. Non, l'élite للأسف. Mais combien on rêve رانا نحلموا d'une élite politique et des partis politiques qui ont vraiment des projets politiques, projets de société, هذا اشتراكي, هذا إسلامي, وهذا كذا, وهذا كومونيست, وهذا كذا, et qui présente dans la différence, mais pas dans l'antagonisme ou l'adawa. الشعب الجزائري c'est un projet وشعب يكون هو الفاصل من هو صاحب السيادة اليوم. Mais comment arriver لهذا الشيء سي جمال الدين؟ Et je reviens à vous tout à l'heure pour nous dire comment arriver à ceci. Badr Din Guerfa. Je reçois Lias Filali. Lias Filali, مرحبا بك. الو اهلا بك سي Lias Filali, مرحبا. اهلا سي جمال وش اخويا لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. وانت اخويا الياس وش راك شويه اخويا؟ والله غير تري بيان الحمد لله الحمد لله. والله غير تري زوغو على حساب واش البلاد هذه الحمد لله الشعب وصرجع في السياده نتاعو دو بتيت ابتي يعني رانا نسترجعوا في البلاد هذه اي بي فوالا. Et justement, Lias, vous venez de réaliser quelque chose d'absolument époustouflant et je mesure mes mots. Je mesure mon mot, époustouflant. Lias Filali, vous et d'autres Algériens avez porté plainte contre des personnalités politiques. Vous allez nous dire lesquelles, vous allez nous dire pour quel motif. Et très curieusement, les gens vont le découvrir maintenant, la justice a accepté votre plainte. Alors dites-nous d'abord qui sont ces gens contre lesquels vous avez porté plainte. C'est seulement contre Saïd Bouteflika, parce que c'est l'élément le plus dangereux. On s'est déplacé aujourd'hui à la Cour d'Alger avec un groupe de jeunes pour déposer une plainte contre le conseiller de Saïd Bouteflika. Pour quelle raison? Pour faux usage de faux et usurpation de fonction. D'accord. Bon, la plainte a été au début, ils ont eu de la sueur. C'est pas possible, c'est une grande plainte, c'est Hadja Kibira, c'est pas ici, tout ça. C'était un peu de panique. La Cour d'Alger, et puis, je sais pas, ils ont reçu l'ordre d'accepter la plainte. Voilà. Et ils vous ont donné un document, un récépissé ou quelque chose? Sûr. Oui, on l'a publié. Jamal, il est sur Facebook. Il a publié, il a été pratiquement posté un peu partout sur les réseaux. Et qui aurait cru que le jour viendrait où Saïd Bouteflika serait attaqué en justice en Algérie pour faux usage de faux, usurpation de fonction. Vous auriez dû rajouter prise d'otage. Et que la plainte... Oui, Khouya Jamal, tout le monde sait que le président est gravement malade. Il a ce qu'on appelle une paralysie respiratoire. Il n'est pas en état de travailler ou d'écrire. Il y a tout le monde qui le sait. C'est quoi ça? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, on le fait. Ce qu'on appelle en Angleterre le citizen's arrest. On va l'arrêter. Et voilà, si vous n'êtes pas capable avec toute cette armée, avec tous ces tout d'abord, on a fait appel au procureur et aux magistrats. Notre plainte, c'est pour dénoncer. Et faciliter aussi pour dénoncer le scandale et aussi faciliter la tâche les magistrats. Parce que, même les magistrats, ils ont été libérés par ce peuple merveilleux que le monde est en train de découvrir, mon frère. الشعب حررهم et puis اليوم الشعب الجزائري. Mais خويا الياس سامحني. خويا الياس. Un rapport de force aujourd'hui خويا جمال. سامحني خويا الياس. شوف يعني c'est mon point de vue personnel. حقيقة il y a beaucoup de magistrats très honnêtes, qui rasaient les murs, hein, qui même sont restés pauvres, qui vivaient de leur salaire. Mais il y en a, combien il y en a qui ont joué le jeu avec zèle, qui sont enrichis en milliards, qui حقروا الناس وكي تهضر معاه يقول لك يجي استغفر الله شكون هنا ما يخرجكش من يدي. Maintenant ils disent oui mais هذه خبزه بصح انا نجاوبهم ونقول لهم ميته بالشر ولا طعام عكاس.
Mais ceci étant dit, marhaba bihem, surtout aux vrais magistrats que nous connaissons, que les Algériens connaissent, qui ont su rester dignes tout le temps. J'espère qu'ils vont pouvoir libérer, qu'ils n'attendent pas la séparation du pouvoir soit proclamée par je ne sais qui, mais qu'ils puissent libérer, rendre leur justice indépendante et qu'ils puissent faire ce que vous êtes en train de faire, accepter les plaintes des citoyens à une seule condition, c'est que je pense qu'ils vont avoir des millions de plaintes. Je vous laisse poursuivre, Khouya Elias. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment en Algérie? Ah, nous l'avons perdu. Meziane Mariane est avec nous, syndicaliste. Meziane Mariane, merci beaucoup, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, mais il y a un problème de téléphone. Je reviens à vous dans un moment, j'espère que vous avez un téléphone fixe. Alors, il reste que Tahar Khelfoun, justement, je vais revenir vers lui. Tahar Khelfoun. Oui, bonsoir Jamal. Bonsoir Tahar. Alors, Tahar Khelfoun, comment voyez-vous, la transition de façon vraiment très résumée, très synthétique, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Comment voyez-vous la transition à court terme, ça veut dire pour essayer de ne pas rester 10 ans de transition? L'enjeu majeur, c'est celle-là. L'enjeu majeur consiste justement dans la gestion de la transition. Le régime veut absolument contrôler la gestion de la transition, mais il faut que la société, il faut que la rue arrive à imposer une gestion, mais indépendante du régime. Et je pense qu'il y a des personnalités très à même, très compétentes pour la gérer. Nous avons vu le barreau d'Alger, le barreau d'Oran, de Constantine. Donc il y a des juristes qui ont cette connaissance, qui ont ce savoir-faire juridique. Nous avons également vu les juges qui ont rejoint le mouvement et c'est très optimiste à l'avenir. Il y a aussi des personnalités, qu'elles soient de la société civile ou du milieu universitaire, etc., qui sont capables de gérer cette transition de 6 mois, 7 mois, de préparer les conditions optimales pour aller vers une élection présidentielle, etc. Et ça peut effectivement être entre 6 et 1 an, et de permettre à l'Algérie de renouer avec de véritables élections qui soient honnêtes, qui soient libres, et non pas entachées par des irrégularités auxquelles l'administration a l'habitude de recourir. Est-ce que vous pensez que les partis politiques actuels pourraient participer à la transition d'une façon générale, ça veut dire tous les partis politiques, ou seulement certains parmi eux? Non, je pense dans un premier temps, il faut que les gens, il faut que les associations, les partis, les syndicats, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une discussion, un dialogue assez régulier et permanent pour trouver la solution la plus adéquate. S'il faut impliquer les partis, il faut les impliquer. Il ne faut pas non plus les stigmatiser, puisque les partis aujourd'hui, effectivement, sont confrontés à des difficultés assez sérieuses, parce que le coup d'État de 92 n'a pas uniquement visé Cheb Boujdi, puisqu'il fait partie de la famille, il jouissait des avantages, des droits qui sont accordés à des présidents en retraite, etc. Le coup d'État a été fait contre le pluralisme et les partis politiques, et notamment le corollaire du pluralisme qui est l'alternance au pouvoir. C'est cela en fait, c'est pour cela qu'ils ont été bloqués, ils ont été empêchés de fonctionner correctement dans le champ politique. Il y a évidemment des dysfonctionnements internes, chaque parti doit faire son bilan et doit faire les correctifs nécessaires, d'apporter des correctifs nécessaires à son fonctionnement, mais on peut effectivement dire que les partis ont été empêchés de fonctionner correctement par un certain nombre de mesures qui les ont bloqués et qui les ont minorisés, j'allais dire. Donc voilà à peu près comment je vois l'évolution. Très bien, Tahar Khelfoun, merci d'avoir participé avec nous. J'aurais voulu vous avoir plus longtemps. J'espère qu'à votre passage à Paris, vous viendrez nous rendre visite. Merci Tahar Khelfoun. Meziane Mariane, j'espère que le son est meilleur. Oui, bonsoir, c'est Jamal. Ah, bonsoir, c'est Meziane. Marhaba bek. Comment allez-vous? Merci. Wallah, alhamdoulilah, c'est avec le khair. C'est Meziane Mariane. Alors, d'abord,
état des lieux, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe? Je dirais sincèrement que la situation n'est pas avare en événement. Mais je dirais une chose encore une fois, je pense que le vœu du peuple, et qui est dans la rue pour la 6e fois consécutive, et qui a démontré vraiment un rapport de force, on ne tient compte qu'à demi-mot de ses vœux, puisqu'il y a cette guéguerre entre la présidence et le vice-ministre de la Défense, et l'objectif qui aura le dernier mot sur la préparation de la future présidentielle. Et tout ceci, il est accompagné par une guerre psychologique, par des communiqués interposés. Et il y a une chronologie, il y a une suite, moi je dirais même arithmétique. Le vice-ministre de la Défense demande l'application de l'article 102 dans les plus brefs délais, quoique l'article 102 ne répond pas aux aspirations de la rue, c'est à eux de gérer la transition, suivi par le Ouihia qui demande au président de démissionner puis avant de former... Mziane Mariane, excusez-moi de vous interrompre, il y a une information urgente. Le président Bouteflika vient d'annoncer sa démission. Ben, j'arrive. Pourquoi j'arrive? Parce qu'il y a eu la réunion de l'état-major. Il les a sommés. Je voudrais arriver avec cette conclusion, arriver là justement. Donc, la présidence de la République a répliqué par l'annonce que le président va démissionner, puis il annonce la future formation du gouvernement, et là, tout le monde s'attendait à ce que Gaïd Salah soit limogé. Il était maintenu. Mais je pense que là, c'est pour envoyer un flash, comme j'ai dit, la guerre psychologique, qu'on ne vous a pas limogé, mais on pourra le faire par la suite. Mais qu'est-ce que vous pensez maintenant, Mziane Mariane, l'annonce de maintenant? Abdelaziz Bouteflika vient de démissionner. Il vient de démissionner suite à ce que la réunion de l'état-major qui s'est réunie, il les a sommés d'appliquer immédiatement l'application de l'article 102. Pourquoi il y a eu cette précipitation? Parce qu'il annonce, la présidence a annoncé des mesures qui vont s'en suivre pour la gestion de la transition. Et ce qui a précipité les choses, c'est la rencontre de Zerouel et Toufik. Toufik qui a démenti, Zerouel qui a apporté un témoignage comme quoi qu'il a été l'émissaire de Saïd pour lui demander de gérer la transition. Donc encore une fois, le flash est vectorié vers le vice-ministre de la Défense qu'on peut vous limoger avant notre départ. Voyons le danger arriver et aujourd'hui, je crois qu'aux environs de 17 h, la réunion de l'état-major s'est terminée pour les sommer d'appliquer immédiatement l'article 102. Parce que le scénario, je pense, qui était envisagé par le cercle présidentiel, c'est de créer un scénario, provoquer une escalade, peut-être même arriver escalade armée, et justifier le report de la démission du président de la République. Oui, mais maintenant cette thèse est écartée. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est boulevard pour l'article 102. Ils vont désigner Ben Saleh qui va convoquer le corps électoral, préparer les élections. Si on reste dans le cadre constitutionnel, et comme je l'ai introduit tout à fait au début, le vœu de la population est écarté. Parce que cette guerre, elle était sur qui va gérer la transition entre le cercle présidentiel et le vice-ministre de la Défense. Maintenant, on revient au cadre constitutionnel. C'est Ben Salah qui sera nommé automatiquement puisqu'on revient dans le cadre constitutionnel, ce qui n'arrange pas les choses et n'est pas du tout dans l'attente de la population. La population, le peuple algérien veut une transition démocratique qu'il va gérer par des hommes qu'il aura apporté à cette transition, des hommes crédibles, connus, qui n'ont jamais marché avec le système politique. Maintenant, on est condamné à marcher là, donc la solution n'est pas encore trouvée, on n'est pas sorti encore de l'auberge. Si on applique tel qu'il est, c'est la récupération
de la révolution du peuple. Et vous ne croyez pas que la dynamique qui est prévue par l'état-major qui a été convoqué, je rappelle, c'est Gaïd Saleh, le chef de l'armée, qui a convoqué l'article 102. Je le rappelle et on ne le rappellera jamais suffisamment. Vous pensez que cette dynamique pourrait organiser des élections vraiment honnêtes? Écoutez, la rue... non, je ne pense pas qu'ils puissent les organiser. Il y a eu précipitation pour récupérer la situation. Parce que s'ils étaient animés d'une bonne volonté d'aller vers le vœu de la population, on aurait été par un haut comité de transition qui va gérer la transition. On a parlé des personnalités crédibles. Et le peuple n'est pas dupe. Il peut vraiment porter vers la transition des hommes crédibles qui n'ont jamais été avec le pouvoir. Mais là, je pense que c'est la récupération carrément. On n'aura pas le temps dans 3 mois d'installer une commission de surveillance des élections neutre, crédible, et on n'aura pas le temps d'aller vers la conférence. Restez avec nous, Mziane Mariane. Badreddine Guerfa, vous êtes avec nous? Badreddine Guerfa. Voilà, monsieur Bouteflika vient il ne vient pas de démissionner. Monsieur Bouteflika vient d'être démissionné. Nuance de taille. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Je ne vais pas vous dire, si je me dis que je suis heureux. La guerre des clans continue au dos du peuple algérien. على حساب الشعب وعلى حساب الشباب الجزائري والعراق. الآن la balle maintenant est dans le camp تاع شعبنا في راي في الشعب. الآن الشعب là je pense que tous les signaux تاعو لازم يكونوا مفتوحين ودنيه مفتوحين عينيه مفتوحين. Le peuple veut un changement radical. لم نتفق على les moyens de changement, mais le changement خارج الإطار الدستوري. هذا الدستوري ما يصلحش. إذا الأيام المقبلة ستكون صعبة وصعبة جدا، ولكن avec ce merveilleux peuple et cette merveilleuse jeunesse, j'espère, je souhaite de tout cœur, Inch'Allah يا رب هذا النخب تكون في مستوى تاع أحلام هذا الشعب. Laisse-moi noter, خويا جمال الدين, un de vos invités que je salue, في باريس يقول بلي راه قدموا شكوى بسعيد بوتفليقه سي كوم سا وحكموها قبلوها في التريبيونال. Maintenant là, si Filali, on coule s'il nous écoute, maintenant on coule si Filali, barakallahu fik, je vous invite à déposer chez quoi la direction à la DGSN على حشد السيد علي بالعاش نائب رئيس الجمعيه الاسلاميه القاد مئات المرات. والشعب الجزائري لازم يعرفوا سي فيلالي كذلك اتصلنا باكثر من 60 محامي في السنه الماضيه وما قدروش يقدموا شكوى ضد لا DGSN. اليوم كان ندخلوا في اللعب تاع الكلون، احنا اون لو ريفوز. احنا كشعب، احنا كجبهه اسلاميه للانقاذ لا بارتي دور. اللعب كما يقولوا باللغه العربيه راهو خشان. اليوم يبان الصح من الباطل. اليوم تبان ليليت اللي مع الشعب ولا ليليت اللي كانت تلعب في لعبه الكلون. بارك الله فيك. على حساب الجزائر. Barakallahu fik, c'est Badreddine Guerfa. Dommage, j'aurais voulu vous poser cette question, mais je vous la poserai la prochaine fois. Comment comptez-vous faire pour que les mouvances politiques sur la scène politique puissent s'affronter loyalement, paisiblement, pacifiquement, gentiment, j'allais dire. Mziane Mariane, le mot de la fin, vous avez 1 minute parce que nous n'avons plus de temps, mais j'aimerais juste préciser que l'APS vient de confirmer que le président de la République a présenté sa démission au Conseil constitutionnel. Mziane Mariane, en moins d'1 minute, le mot de la fin. Tout d'abord, il faut féliciter la mobilisation du peuple. Là, on a gagné, il y a une victoire, mais ce n'est pas encore terminé. Je crois que la mobilisation doit continuer et je pense qu'on doit faire une réflexion sur une feuille de route de la sortie de la crise après maintenant. Je crois qu'on doit passer à autre chose. Les universitaires, la société civile doivent réfléchir sur un schéma d'application
pour atteindre tous les vœux, tout ce que désire bien sûr le peuple algérien, comme liberté, comme justice, comme séparation du pouvoir. Cette feuille de route doit être tracée parce qu'il n'y a pas de volonté politique de changement de ceux qui sont au sommet. Donc il faut rester vigilant. La mobilisation doit continuer. Merci Maziane Mariane, merci Sofiane Gilali, merci Badreddine Gerfa, merci Tahar Khelfoun, merci Ilyas Filali que nous avons perdu malheureusement. J'espère qu'il reviendra bientôt nous parler. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qala khair, salama.